pour commencer cet après-midi le thème du capital développement et du LBO, donc tout ce qui est et comment préparer la croissance. Nous allons donc parler bien évidemment de croissance externe, de croissance organique, du but et d'autres choses de cet acabit. Pour aborder ces thèmes, nous allons être accompagnés de Jean-Louis Chollet, qui est juste à ma gauche, qui est le président du groupe Lamy. Votre carrière est, ma foi, assez simple, puisque vous êtes chez Lamy depuis 1971, que vous avez transformé Lamy, qui était une entreprise immobilière, en véritable groupe immobilier, une PME de plus de 800 personnes, qui présente la particularité de n'avoir qu'une seule et même structure, et non pas d'être une holding composée avec toute une myriade de petites structures qui lui sont rattachées, et qui se positionne au 4e rang national en termes d'opérateurs, en termes notamment de gestion de biens. Vous avez vous-même à votre gauche 3 autres personnes, dont 2 vont prendre la parole. Votre voisin immédiat est Laurent Savinelli, qui est donc associé du fonds 3i, qu'on ne présente quasiment plus, qui est présent dans pas mal de pays en Europe, qui présente également en France la spécificité d'être présent à Paris et également en région. Vous dirigez pour 3i toutes les activités de capital développement, après avoir été analyste pendant quelques années chez Odo Pinaton, pardonnez-moi. Nous serons accompagnés de Frédéric Dubois, qui est donc le président de Medi Partenaires, qui est le 2e groupe, je parle sous votre contrôle, le 2e groupe privé en termes d'acteurs en tant que clinique et opérateur de services hospitaliers en France. Vous êtes membre du groupe Universal Health Services, qui est le 3e groupe américain de services de santé. Et vous étiez passé préalablement par le groupe Paribas, dont vous dirigez les activités il y a quelques années de ça sur la région Asie. Vous étiez également un des anciens vice-présidents d'American Express International Banking. Bonjour, merci d'être présent. Donc c'est le financier qui commence. La problématique, c'était de parler de la combinaison des opérations de LBO et du financement d'une croissance forte. J'ai structuré une brève présentation en 2 parties. Dans la première partie, je vais vous présenter un petit peu les activités de 3i, qui n'est pas encore assez connue, malgré ce que vous dites. Et deuxièmement, je poserai les grands jalons du financement de la croissance sous LBO, que ce soit la croissance interne ou la croissance externe, et principalement le fruit de nos réflexions et de notre expérience sur ce type d'opération. Voilà. Quelques mots sur 3i rapidement. Donc 3i est un généraliste de l'investissement ou du private equity. Nous investissons à tous les stades de la vie de l'entreprise, que ce soit... Pardon. C'est une institution européenne qui a été créée en 1945 par la Banque d'Angleterre sur une idée travailliste, apporter aux entreprises des fonds propres à long terme et sans garantie, ce qu'à l'époque les banques ne faisaient pas. C'est aujourd'hui le leader européen du capital investissement avec 1,4 milliard d'euros investis par an. Et 2003 était dans la tendance. C'est une société indépendante qui est cotée depuis 1994 avec une capitalisation boursière de 5,8 milliards d'euros qui représente à peu près la capitalisation de Michelin, par exemple, en France. Et cette capitalisation s'assoit sur des fonds propres de 5 milliards d'euros qui nous donnent une bonne puissance, je dirais, d'investissement et qui nous évite le problème de division des risques. 260 professionnels de l'investissement qui sont répartis dans 27 bureaux européens et dans 11 pays. 3i est présent en France depuis 20 ans. C'est une équipe de 30 investisseurs avec effectivement un bureau régional à Lyon, outre la grosse équipe parisienne. Alors, 3i fait ce métier depuis 50 ans et nous avons une expérience relativement importante. Il y a eu 13 000 investissements réalisés, donc beaucoup de succès, beaucoup d'erreurs sur lesquelles on peut, je dirais, tirer des leçons et essayer d'investir mieux. 1000 introductions en bourse réalisées pour sortir, je dirais, nos lignes du portefeuille. 3i a une culture historique très minoritaire, puisque dans plus de 80% des cas, depuis 10 ans, nos investissements sont minoritaires. Et on est aussi minoritaire chez Lamy. Ça se passe bien, une certaine habitude de ça. Et 3i investit ses fonds propres, essentiellement, donc n'a pas les contraintes de clôture de fonds qui peuvent, je dirais, modifier la stratégie d'un investisseur.
Une optique plutôt long terme, puisqu'en moyenne, l'investissement dure chez nous 7 ans et demi, donc pas d'obligation de sortir à 4 ans ou à 5 ans. On est relativement souple. On est resté 42 ans chez British Caledonian, et je crois qu'à terme de ces 42 ans, le TRI était supérieur à 30%, ce qui veut dire que le long terme n'est pas forcément incompatible avec un bon TRI. Ou en France, on a fait 15 ans chez Paraboot. Troisier est une plateforme multispécialiste avec 3 équipes dédiées, parce qu'aujourd'hui, on considère que dans le marché du private equity, il y a 3 spécificités et 3 métiers bien distincts. Le premier métier, c'est le capital risque, avec donc, le financement de la création et du lancement d'entreprises centrées sur certains secteurs technologiques. Troisier n'investit que sur certains secteurs, la communication, le logiciel, les sciences de la vie, l'électronique et le pétrolier. Il s'agit d'un métier d'expert où Troisier investit sur des business models qui ne sont pas prouvés. Donc on en est généralement au stade de l'étude ou du prototype. Et sur ce créneau-là, Troisier investit des sommes de 1,5 à 40 millions d'euros sur des projets ambitieux avec une équipe organisée au niveau mondial, car il ne s'agit pas de financer un projet à Singapour si en même temps on finance un projet mieux ou moins bien aux États-Unis ou en Europe. Le portefeuille de Troisier dans le capital risque représente à peu près 800 millions d'euros, ce qui est quand même relativement important. Capital développement, c'est, je dirais, la proposition de solutions de financement ad hoc pour financer la croissance organique des entreprises, croissance par création de nouvelles unités, extension internationale, etc. Également la croissance par acquisition dans des secteurs en consolidation, ou l'achat de positions minoritaires ou majoritaires par des actionnaires sortants. Sur ce créneau-là, Troisier a une puissance de feu relativement importante puisqu'on peut mettre en minoritaire des tickets de 5 à 80 millions d'euros, ce qui en France est relativement peu développé. Et le portefeuille est valorisé environ 2 milliards d'euros, 40% du portefeuille de Troisier. Le troisième métier, c'est le métier du LBO, donc participation majoritaire essentiellement au rachat d'entreprises importantes aux côtés de l'équipe dirigeante avec des opérations très leveragées sur tout secteur d'activité. Buy-in quand on fait rentrer un dirigeant, buy-out quand le management est en place. Et là, Troisier investit sur des cibles valorisées entre 15 et 750 millions d'euros avec l'opération Keolis qui est la plus récente, je dirais, en France. Et le portefeuille de LBO est valorisé plus de 3 milliards d'euros. Troisier est un réseau mondial, puisque le groupe a décidé d'être présent dans tous les pays développés où la législation nous donne un cadre d'investissement relativement sûr. Et donc Troisier a des bureaux en Europe, mais aussi aux États-Unis, en Asie, en Chine, à Singapour, ce qui nous permet de jouer l'effet réseau. Et notre métier est d'être au cœur de différents réseaux, les grands groupes, le portefeuille, les conseils intermédiaires, les administrateurs indépendants que l'on place systématiquement dans les entreprises et les entrepreneurs, bien sûr. Alors je vais aborder en 2 mots la problématique qui est de concilier LBO et croissance forte. Et quels sont les principaux enseignements qu'on tire de ces problématiques-là? C'est que premièrement, la croissance interne ou la croissance externe peuvent être fortement créatrices de valeur. Et en ce sens, je dirais, ces projets-là sont presque plus intéressants que les LBO qui ne vont jouer que sur un remboursement de la dette. Donc on est très preneur de sociétés en forte croissance, quand bien même elles seraient sous LBO. C'est le rôle de l'actionnaire de déterminer si cette croissance est génératrice de valeur et s'il convient d'y apporter des fonds. Alors, comment nous, on raisonne sur un projet de croissance forte quand on est en entreprise en LBO? Il faut s'assurer d'abord que la stratégie de développement a démontré sa profitabilité. Donc on ne va pas partir sur des projets nouveaux ou qui sortiraient des cartons. Il s'agit de faire perdurer des politiques de build-up qui ont montré qu'elles étaient efficacement menées par les entreprises. Il s'agit d'abord de construire un business plan sur des projets concrets. Donc je laisserai les dirigeants réagir sur cet aspect-là, mais c'est bien, quand on part sur une politique de build-up, d'avoir une liste de cibles, d'avoir une liste de cibles précise,
de savoir à peu près à quel prix on va pouvoir acquérir ces cibles, quelle synergie on va dégager et quel est au final le retour qu'on peut avoir sur l'acquisition de ces cibles. L'expérience montre que les projets de build-up qui ne sont pas étayés par une réelle expérience terrain sont voués à l'échec. Bon, un facteur qui va de soi, mais qui est important, c'est qu'il faut que l'entreprise ait les ressources humaines et une équipe dédiée à la croissance. C'est un coût, car si l'entreprise comptait uniquement sur son développement régulier, elle n'aurait pas besoin d'avoir une équipe développement ou de mobiliser du temps des équipes sur le développement. Et il est important d'avoir une équipe qui est à l'aise avec, je dirais, l'engagement de nouveaux projets, que ce soit à l'étranger ou en France sur des acquisitions, qui soient rompus aux négociations, rompus, je dirais, au bon jugement sur l'acquisition des cibles, à la bonne négociation du prix, et que tout ça se passe, je dirais, de manière relativement simple. Ensuite, alors ça c'est peut-être le défaut des financiers, mais je pense qu'il est difficile de financer une politique de croissance très forte si on n'a pas à l'intérieur de l'entreprise des outils de pilotage, et notamment un reporting très précis sur la bonne marge de l'entreprise elle-même et la bonne marge des nouveaux projets, qu'ils soient internes ou externes. Enfin, un mot sur le financement, pour finir, avec deux aspects différents quand il s'agit de la croissance externe ou de la croissance externe. Je pense que quand une entreprise a un projet de croissance externe fort, que ce soit d'ouverture d'agences ou d'usines dans le monde, aujourd'hui on est amené à financer énormément de création d'usines en Chine, comme vous pouvez l'imaginer. Il est important de prévoir dès le départ dans le LBO un montage financier détendu qui va intégrer les besoins futurs. Ça veut dire qu'on va avoir un moindre recours à la dette bancaire pour laisser, je dirais, laisser la possibilité d'investir des fonds propres sur des projets nouveaux et des projets qui vont générer des pertes en général sur les premiers mois ou sur les premières années. Les acquisitions ne sont pas toujours rentables tout de suite et les ouvertures d'usines demandent toujours l'atteinte d'un certain poids mort avant de dégager la rentabilité qui est si importante dans les différents ratios que demandent les banquiers. Donc je pense qu'en croissance interne, dans le cadre d'un LBO, le montage de départ est très important. Ensuite, on peut très bien phaser les différents projets et mettre en face les différents besoins de fonds. Donc dans ces cas-là, je crois qu'il est relativement simple, quand on prévoit d'ouvrir des usines ou des magasins, d'établir un calendrier précis des besoins. Et le financier ou les financiers, que ce soit les sociétés de capital investissement et les banquiers, peuvent très bien prévoir dans le temps d'échelonner des réinvestissements qui vont permettre à l'entreprise de financer ses projets. En croissance externe, une problématique différente, puisqu'il est rare qu'on connaisse exactement les cibles qui vont être achetées, le timing du rachat, ni les montants exacts qui vont être mis en jeu. Et je pense que dans ces cas-là, c'est important d'obtenir l'adhésion des principaux bailleurs de fonds de l'entreprise à la stratégie de build-up. Il ne faut pas les mettre sur le fait accompli une fois que la négociation est terminée. Je crois qu'un projet de build-up, ça doit se concevoir dès le départ et il doit être accepté par les banquiers qui vont faire l'opération de LBO, accepté par les capital investisseurs qui investissent en equity. C'est toujours très utile de définir un schéma de financement cadre. Vous avez des opérations de build-up qui vous demandent un financement fonds propres à 30%, d'autres à 70%, suivant le taux de retour. Le bon fonctionnement, c'est de se mettre d'accord avec le banquier en amont. On est 50-50 et quand le dirigeant appuie sur le bouton, chacun verse le chèque. Et enfin, très utile de constituer un comité d'investissement qui intègre à la fois le dirigeant de l'entreprise réalisant le build-up, typiquement le directeur financier, le directeur du développement, et qui va intégrer soit la banque, soit le capital investisseur pour que les décisions soient prises rapidement, en respectant les process de chacun, en menant un programme de due diligence adapté et qui permet d'être rapide et efficace. Comment s'est passé, illustrons par le cas l'AMI, comment cette croissance s'est passée. Je vous passe la parole, Jean Hucholet. Merci. D'abord, sur un point précis, très vite.
Donc ça, c'est à mettre à leur actif. Je ne fais pas la publicité, mais je dois dire que ça s'est fait très rapidement, ce qui est bien agréable. Et en fait, ce que disait Laurent, et qui est tout à fait nécessaire, je me rends compte maintenant, c'est de coordonner dès le départ, en effet, la ligne de crédit pour prévoir la croissance externe, qui est si on veut, dans notre société de services immobiliers évoluer, ça passe par une croissance externe indispensable. Donc en 2 mots, que vous compreniez, l'AMI, je ne serai pas aussi long que lui pour la présentation, mais en gros aujourd'hui, ça représente en syndicat de copropriété 160 000 appartements gérés sur 4 500 immeubles à peu près répartis dans 70 villes en France. On a 80 agences, dont 70 qui font l'administration de biens, les autres un peu de transactions. Et puis 25 000 appartements en gérance locative. Alors, vous ne connaissez pas forcément la différence. Syndicat de copropriété, c'est la gestion de l'immeuble. La gérance locative étant la gestion de l'appartement pour le compte de particulier. Et puis bien sûr la mise en location de ces appartements et la transaction qui découle de la bonne gestion patrimoniale de nos clients. Voilà. En tout, ça représente aujourd'hui, comme l'a dit mon voisin, 800 salariés, avec une croissance interne bien sûr indispensable, mais relativement difficile, car il y a beaucoup d'acteurs sur cette profession maintenant. Et puis la croissance externe qui n'est pas facile parce que nos principaux concurrents sont très efficaces, que comme c'est une activité qui présente des honoraires récurrents, et ça c'est très confortable pour 80% de notre activité à peu près, les 20% étant la transaction, eh bien les tarifs sont en train de monter un petit peu depuis quelques temps, et donc il est difficile de trouver des bonnes cibles. Alors pour revenir quand même à l'organisation du LBO, eh bien une fois, alors la structure est très simple chez nous, il y a une holding qui détient 100% de la société Lamy. Donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il était donc indispensable de détacher la dette senior de la holding par rapport aux emprunts et aux capacités d'emprunt de la société elle-même, dont je suis le dirigeant. C'est ce qui a été fait au départ, donc il n'y a pas un secret d'ailleurs, puisque vous voyez un peu la taille de l'entreprise qui représente aujourd'hui 60 millions d'euros d'honoraires. D'honoraires, parce que notre chiffre d'affaires à nous sont nos honoraires et non pas les volumes encaissés, vous imaginez, qui sont 9 fois supérieurs, voire 10 fois supérieurs. Donc beaucoup de personnel pour gérer toutes ces sommes importantes qui sont les charges de copropriété, les loyers, etc. Donc, eh bien, tout simplement, nous avons obtenu une ligne de crédit concomitamment au volume choisi pour l'investissement de ce LBO, qui représentait tout simplement 3 millions d'euros, début 2001, qui est la date de notre association. On peut dire association. Voilà, donc une fois ceci mis en place, eh bien, ça rendait le LBO crédible, parce que si on nous avait dit à ce moment-là, eh bien, oui, ok, pour le montant le LBO, mais par contre, pendant 3 ans ou 4 ans, vous n'investirez pas, c'était désolant, parce que peut-être j'aurais été obligé de faire ça, mais c'était la fin de l'évolution et de la combativité de notre entreprise, qui maintenant continue à se placer relativement bien sur le plan national. Donc je dois dire que ça c'est important, parce que j'ai eu d'autres expériences, et c'est vrai que bon, C3I c'était peu importe, mais mon partenaire aujourd'hui est quelqu'un qui nous pousse à l'action et qui nous pousse au développement, ce qui n'est pas toujours le cas parmi les financiers. Donc c'est très agréable, bien sûr on le fait avec parcimonie puisqu'on est quand même limité, mais dans la mesure où 2 ans plus tard, au bout de ce partenariat, c'est-à-dire fin de l'année dernière, à la même époque, au mois de décembre, les résultats ont suivi, étaient conformes, voire un petit peu au-delà du business plan, tout naturellement, nous avons demandé ensemble aux partenaires financiers, aux banques, eh bien, une autorisation d'augmenter cette ligne de crédit. Puisque les résultats étaient là, le chiffre d'affaires évoluait bien, le résultat évoluait aussi, et le pourcentage de résultats évoluait. Donc ça leur a fait plaisir. Moi aussi, résultat, eh bien, nous sommes maintenant à 4,5 millions d'euros par an, donc de possibilités d'action. Et j'espère que ça pourra se prolonger ainsi. Alors grâce à cela, parce qu'il faut dire aussi que les résultats sont bons, qu'il y a un bon reporting, comme le rappelait Laurent, qui est une nécessité, je crois qu'ils sont très satisfaits de nos directeurs financiers, qui est un poste pour le coup très important dans une entreprise qui est un partenaire de ce type. Tout ça se passe fort bien, et ça nous permet aujourd'hui de dire, ou de lui annoncer peut-être d'ailleurs, qu'il doit bien avoir ses petites notes dans son coin, que je crois qu'en 3 ans, on peut dire qu'on a doublé la valorisation de l'entreprise au moment du LBO, indépendamment de la dette senior, je veux dire, qui est en train de se résorber au fur et à mesure. Donc voilà ce que l'on peut dire, tout simplement. Alors après, à quoi sert cet argent ? Tout simplement à trouver des cabinets d'administration de biens, car dans notre métier, ça il faut le préciser pour que vous ayez bien la ligne de conduite de notre relation,
c'est que nous n'investissons que dans notre activité. Il n'est pas question de diversification, d'acheter des choses qui font des métiers un petit peu différents ou complémentaires. Ou bon. Non, nous on achète uniquement des sociétés, des cabinets d'administration de biens qui font exactement les mêmes métiers que nous, en évitant soigneusement d'acquérir la transaction parce que ça on sait le créer. Donc ce que l'on achète, c'est au fond des portefeuilles d'administration de biens qui soient syndic ou gérance. Alors on essaie d'en trouver qui soient en bonne forme, avec une gestion correcte, parce que là aussi il y a des différences énormes dans la tenue de la comptabilité des services rendus aux clients. Et ça, c'est quelque chose qui nous échappe pas maintenant, après avoir fait, bien sûr, puisque vous avez entendu que je suis là depuis 33 ans dans cette maison, toutes les bêtises du monde, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Aujourd'hui, eh bien, il devient de plus en plus difficile, j'allais dire grâce ou à cause de cette expérience, de trouver des belles affaires, si on peut dire, parce que dans ce métier-là, comme dans beaucoup, malheureusement, il y a pas mal de dégâts qui ont été faits, comme vous le savez. Donc, la dernière acquisition s'est faite à Lyon au début de l'année, un gros morceau, puisque pour nous, dans notre profession, il est rare d'avoir une régie, comme on dit à Lyon. Pour les Lyonnais, ça s'appelle une régie, donc de 40 salariés. C'est ce qu'on a pu faire grâce à la notoriété de l'entreprise, grâce aux financements qui ont été faits monter en 48 heures. Ça, c'est très important. À partir du moment où la ligne de crédit a été menée concomitamment à la création de ce LBO, ça veut dire qu'il faut presque appuyer sur le bouton, comme disait Laurent, pour avoir ce financement auprès de nos banquiers. Et je dois dire que c'est d'un confort exemplaire. Voilà en gros ce que moi je peux dire sur cette expérience qui est en train de se vivre. Elle n'est pas seulement vécue, elle continue de se vivre puisqu'ils sont là depuis 3 ans pratiquement, pas tout à fait 3 ans. Alors, on peut dire également que ça se passe très bien pour une bonne raison, il ne faut pas être dupe, c'est qu'en ce moment, la société Lamy fonctionne bien et a des résultats qui sont supérieurs à son prévisionnel. Donc, alors là, on les voit à peine, ils viennent dire bonjour de temps en temps, ils sont très contents. C'est une des explications. Je ne sais pas comment ça se passerait, je ne veux pas le savoir, si les résultats étaient quelque peu différents et la conjoncture plus difficile. Mais comme vous le savez, c'est la cerise sur le gâteau. Et c'est vrai que depuis notre LBO, il faut savoir, et vous le savez bien, que l'immobilier se porte bien. Et même si l'activité de transaction qui ne présente pas de récurrence sur le papier est plus délicate pour nous, c'est vrai qu'on fait quand même 20% de notre chiffre d'affaires. Donc comme elle marche très bien, ça amène un petit peu de volume supplémentaire et on s'en réjouit tout simplement. Voilà. Donc maintenant, on essaie de faire avec la croissance interne aussi, parce que ça, c'est ce que l'on doit et ce que l'entreprise doit faire. C'est peut-être plus difficile, mais on se sert maintenant de notre réputation, je crois qu'il est plus à faire, même si on ne prétend pas à la perfection. Il est clair que maintenant, on a une croissance interne importante. Et je donne un exemple. Hier, j'étais dans les Alpes pour recevoir 2 immeubles de VVF, Village Vacances Famille. On touche maintenant des clients qui ne sont plus le client individuel, mais nous avons gagné des clients importants comme Gaz de France, France Télécom, Bayer, VVF, et donc des gros dossiers d'administration de biens qui viennent conforter notre chiffre d'affaires. Voilà. Très bien. De l'immobilier, nous allons passer aux cliniques et au monde de la santé. Frédéric Dubois. Dans lequel il y a aussi de l'immobilier d'ailleurs. Mais bon. Effectivement, vous finissez ma phrase. Je vous laisse la parole. Un mot quand même sur notre secteur d'activité pour comprendre le champ d'expérimentation dans lequel on évolue, et je dis bien d'expérimentation, et l'animal qui est Mélie Partenaire, qui est un peu atypique dans un secteur donc méconnu. Groupe de cliniques. Alors, je passe rapidement sur tout l'historique. Simplement, sur le secteur, c'est un secteur qui est en pleine restructuration depuis maintenant une quinzaine d'années et qui va encore continuer pendant facilement une dizaine d'années. C'est un secteur restructuration lourde, comme l'ont été tous les secteurs d'activité économique en France, qui requiert énormément de capitaux, de savoir-faire et en même temps une composante humaine extrêmement forte. Donc c'est à la fois capital intensive et labor intensive, avec toutes les composantes du sujet du jour, à savoir c'est du project financing, c'est de la restructuration lourde, c'est du capital risque, c'est du capital développement, c'est des acquisitions, c'est la transversale complète. Donc on essaiera de revenir là-dessus tout à l'heure parce qu'on a vécu toutes ces expériences. Les points forts du secteur, pour comprendre, effectivement, il y a des points forts, il est méconnu, mais il a ses points forts qui sont intrinsèques, à savoir que c'est un secteur en forte croissance, une croissance permanente, puisque la demande de soins dans tous les pays occidentaux va croître et continuera à croître, avec le vieillissement de la population, la demande de la vie, etc. Il y a effectivement des barrières très fortes à l'entrée. En 2 mots, je vous les résume. C'est quelque part, alors dans le secteur où nous sommes, qui est le court séjour, à composante essentiellement médecine, chirurgie obstétrique, avec une prédominance sur la chirurgie. Donc c'est le secteur où effectivement il y a un ingrédient médical extrêmement
élevée. Les 3 acteurs dans ce secteur sont le corps médical, incontournable bien évidemment, les métiers en matière de gestion de ces entreprises que sont des cliniques. Ce sont des PME qui aujourd'hui font entre 10 et 30 voire 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc des très grosses PME dans un environnement extrêmement contraignant. Le 3e acteur est l'environnement réglementaire, tarifaire, etc., qui est extrêmement rigide. Et quelque part, nous sommes soumis à cette contrainte du fait du prince, qui a ses avantages et ses inconvénients. Et une 4e composante qui apparaît depuis maintenant les lois Aubry et les contraintes sociales, à savoir la négociation syndicale qui est quasi permanente dans ce milieu aussi. Donc les 3 spécificités de notre secteur, c'est la relation avec le corps médical, c'est la relation avec les tutelles et la relation avec le corps social. Les facteurs de succès dans ce domaine, ils sont assez nombreux, mais les principaux, ils sont résumés ici. C'est bien évidemment la relation avec le corps médical, je viens d'en parler il y a un instant. C'est le fait il faut un business mix pour ces projets d'entreprise que sont ces entreprises à spécificité médicale, où avec les acteurs médicaux, il faut construire un projet médical qui va se traduire par un projet d'entreprise, et à travers ça, avec un BP à l'arrivée, un BP à 5 ans. Et c'est pas évident, il y a des spécificités pour le faire, mais si on le fait, c'est assez élémentaire en fin de compte. Et il y a des économies d'échelle aussi, il y a la mise en réseau, les filières de soins, bon, tout un ensemble de facteurs dans lesquels je ne vais pas rentrer maintenant parce que ce n'est pas le sujet, simplement pour faire comprendre la spécificité du terrain dans lequel nous évoluons. En revanche, d'énormes opportunités dans la mesure où, du fait même qu'il y a de fortes barrières à l'entrée et que ce secteur bénéficie de points forts, et je vais en citer quand même 3, la demande de soins croissante, le fait que nous avons un payeur principal qui est rapide et solvable, à 90% de notre chiffre d'affaires, le fait qu'il y ait une concurrence relativement faible, du fait même qu'il y a des positions acquises par la réglementation qui permet d'évoluer, mais néanmoins d'éviter la croissance sauvage, et le fait que c'est un secteur à besoin de fonds de roulement quasiment négatifs. Bon, il y a donc un certain nombre de facteurs extrêmement positifs, mais en revanche, c'est contraintes. Alors, les opportunités, c'est du fait de la restructuration, la croissance à la fois interne, mais beaucoup plus externe, dans la mesure où il y a un rôle de consolidation du secteur. En gros, 1500 cliniques pour séjour au départ, au milieu des années 80, à l'arrivée, il y en aura un tiers, 500. Donc consolidation par réduction du nombre d'unités et augmentation de ces unités par restructuration, reconstruction, regroupement, etc. Donc un très important rôle de consolidation par des acteurs qui ont commencé à apparaître au milieu des années 80, qui sont donc à vocation institutionnelle et professionnelle, et ce sont les groupes. Et il y a aujourd'hui 4 groupes en France. Le principal est coté, vous le connaissez, c'est la Générale de Santé, et 3 autres groupes dont nous faisons partie. Et on est en gros 2 ou 2 bis, avec 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, le premier étant environ 1 milliard, 1,1 milliard. Le groupe lui-même, alors son histoire, et c'est ça je crois qui est le sujet du jour, pour vous faire comprendre par rapport au débat dans lequel on aimerait rentrer. Xavier De Sève tout à l'heure ce matin disait je ne suis ni, au départ il dit je ne suis pas un manager, je suis un actionnaire. À la fin il nous a dit je suis plutôt un management, c'est le management qui m'intéresse plutôt que finalement la finance. Je dirais à ce point de vue-là, je ne suis ni un actionnaire ni un manager, je suis avant tout un financier. C'est mon métier de départ, et je dirais que les 3 composantes qui font la force, dans notre secteur d'activité en tout cas, par rapport au débat qui nous intéresse, ce sont 3 métiers qui sont indissociables, complémentaires et non fongibles. Dans notre domaine d'activité, dont la spécificité médicale, c'est le corps médical bien évidemment. Le deuxième métier, c'est la gestion de ces entreprises à spécificité clinique. Et le troisième, c'est la finance. Alors la finance, en fait, c'est le M&A. Car du fait même, et c'est là donc où je rejoins le sujet, là, cette table ronde, on est à la fois du capital risque. Au départ, c'est du capital risque. Et la première vie de Médipartenaire a été de faire un FCPR. Donc on était vraiment dans le domaine du capital risque. On a créé un FCPR en 91 qui s'appelle Médipartenaire, version 1, avec des partenaires institutionnels, qui a duré jusqu'à 97. Version 2, on défait le FCPR par une vente d'actifs à travers un montage LBO avec un partenaire qui en l'occurrence était Legal & General Ventures, et donc c'est un LBO classique. Et là je dirais qu'on a le domaine de l'acquisition, montage LBO, exactement comme la Générale de Santé l'a fait avec Cinven en 97. Donc en vue d'une croissance, et alors j'anticipe sur les prochains slides, mais deuxième vie donc qui est sous la forme d'un LBO qui bien évidemment dure à travers un cycle d'environ 5 à 7 ans, plutôt en général un petit peu moins, et dès l'instant où le BP a été fait, puisque à travers la croissance du groupe, on a effectivement atteint le business plan en 3 ans, donc il s'agissait déjà de commencer à penser à la sortie de nos partenaires financiers, et donc de démonter le LBO, soit par un IPO. En l'espèce, nous étions encore qu'une small cap, et l'IPO n'était pas vraiment
le terrain parfaitement adapté. La Générale de Santé, en revanche, elle a pu le faire par la suite. Donc, soit un LBO de seconde génération, soit un autre type de partenariat. Et donc, en 2001, on a défait le LBO en rentrant dans un troisième cycle Médipartenaire, qui est cette fois-ci non plus un CDD avec un partenaire financier à travers un LBO classique, mais à travers un CDI. On a choisi un partenaire industriel. Alors, les avantages et inconvénients, dans un cas, vous avez une durée de vie connue à l'avance, 4 à 6 ans en gros, et donc on passe 3 à 4 ans à développer, puis les 2 prochaines années à préparer la sortie, et on repart dans un nouveau cycle. Toujours, donc ça c'est le build-up. Donc on est bien à la fois, vous voyez, dans du capital risque, du capital développement, puisque c'est la croissance externe, et en même temps des acquisitions. Puisque par définition, le build-up, ce sont des acquisitions externes essentiellement. Et à partir de ce moment-là, en 2001, plutôt que de repartir dans un partenariat donc, de type CDD, on a préféré expérimenter la troisième relation, qui est la relation donc, avec un partenaire industriel. C'est donc en l'espèce Universal Health Services aux États-Unis, partenaire américain. On avait le choix entre différentes nationalités. On a choisi l'américain qui, pour nous, est comme une référence au plan médical et nous montre un peu la voie vers laquelle nous n'irons jamais, puisqu'on n'aura jamais les moyens de nos amis américains, qui, en gros, je vous donne un petit exemple pour comprendre les différences de planètes sur lesquelles nous vivons. Le même hôpital privé, donc clinique, qui chez nous fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, la spécificité égale, prestations égales, même médecin, mêmes actes, grosso modo, même taille quasiment. Nous faisons 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle va faire entre 150 et 200 millions de dollars de chiffre d'affaires. Bon, certes, l'euro a un peu grimpé ces derniers temps, mais quand même, vous voyez le rapport, il est dans un rapport de 4 à 5 fois le niveau de revenus à prestations égales. À partir de là, vous imaginez bien qu'ils peuvent se payer des équipements médicaux, lourds, donc expérimentaux, qui ne sont pas encore, nous, nomenclaturés par la Sécu, donc on ne peut pas se payer, puisqu'ils ne sont pas codifiés, et donc pas de remboursement. Ils peuvent se payer des équipes d'encadrement, des recherches, des moyens technologiques, etc., que nous ne pouvons pas, et néanmoins, on a le même EBITDA qu'eux, voire même mieux. C'est-à-dire qu'à pourcentage égal, enfin revenu donné, on a un pourcentage d'EBITDA par rapport au chiffre d'affaires qui est le même que le leur. Ce qui m'amuse, ce qui me permet de leur dire, et c'est ça un petit peu, je dirais, le challenge intellectuel qu'on a avec eux, c'est de dire qu'eux gèrent l'abondance avec une relative inefficacité, alors que nous gérons la pénurie avec une relative hyper-efficacité. Bon, ça les amuse qu'à moitié, mais néanmoins c'est une réalité. Et donc on fait le même métier qu'eux, mais donc sur une planète différente. Alors on a expérimenté effectivement le FCPR, le partenariat avec un partenaire financier dans le cadre d'un LBO, aujourd'hui avec un partenaire industriel dans le cadre d'un CDD. Vous allez me dire, oui mais donc on a un peu perdu les avantages du montage LBO. Non, parce qu'on a monté en fait un LBO interne avec notre partenaire industriel de façon à ce que le management lui-même aujourd'hui soit d'une configuration pas tout à fait aussi égale qu'elle le serait avec un partenaire financier, mais qu'il est quand même, qui s'en rapproche, disons. Il y a donc un incentive très fort. En revanche, l'avantage d'un CDI par rapport à un CDD, c'est que nous avons un horizon quasiment illimité, a priori, puisque par définition, il n'est pas limité à 5 ou 7 ans. Deuxièmement, on change de gearing. Autant un LBO oblige à empiler un millefeuille de... vous commencez avec la mise de fonds initiale, puis les prêts d'actionnaires, puis la mezzanine, puis la je ne sais pas trop quoi, la junior dette, la senior dette, jusqu'à un montant où Xavier Decel disait ce matin, il y a quand même un moment où je vais intervenir, même si je ne suis pas un financier, c'est sur les grands équilibres, à savoir le niveau maximum de dette que mon entreprise va pouvoir tolérer pour pouvoir effectivement continuer à fonctionner et à prospérer. Donc il y a des grands équilibres, effectivement. Et d'ailleurs, il faudra qu'on m'explique, parce que ça m'a interloqué ce matin, comment on peut à la fois encourager les managers qui aujourd'hui ont le vent en poupe et vont choisir pratiquement leurs partenaires, à mettre le maximum de fonds puisqu'ils souhaitent le faire, avec l'effet levier maximum sur cette mise de fonds, donc ce qu'on appelle l'envy ratio, ou ce que vous appeliez ce matin la rétrocession, et en même temps permettre, grâce à la surperformance et donc à la surrémunération de la mise de fonds des managers, de maintenir un TRI des partenaires financiers qui soit du niveau de 25%. Ça, j'avoue que là, il y a une contradiction que je n'ai pas encore levée, qui m'intéresserait d'explorer. Donc Médipartenaire, de ce point de vue-là, aujourd'hui, vit une vie qui, effectivement, nous a fait passer de quelques cliniques il y a quelques années à 14 aujourd'hui. On a effectivement le prochain tableau de progression, vous verrez, mon création de valeur, on passe là-dessus. Tout le monde connaît ça. Le dernier tableau à la fin. Voilà, ici celui-là. Vous voyez, en gros, on passe de phases successives qui nous ont permis à chaque cycle de développement de faire du build-up. Et je dirais que la règle du jeu dans notre activité, c'est de faire du build-up. Il nous faut donc des partenaires financiers ou industriels, peu importe, qui vont apporter les capitaux nécessaires et qui vont nous permettre effectivement d'atteindre ces objectifs qui sont en gros de doubler de taille à chaque cycle de développement, c'est-à-dire tous les 3 à 5 ans. Donc là, on en est à la 3e vie de Médipartenaire, on est en train de terminer notre 3e cycle et on va bientôt entrer dans un 4e cycle. Voilà en gros sur ce que nous sommes. Et avec cet animal bizarre que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement,
contrairement à d'autres qui se définissent une fois encore comme des actionnaires ou des managers ou autre chose, on a cette particularité, comme nous faisons avant tout du M&A, c'est-à-dire de la restructuration, du project financing, des acquisitions. Donc nous acquérons des cliniques au fur et à mesure. Donc c'est tout un travail véritable qui n'a rien à voir avec celui d'exploitation proprement dit des entreprises. En notre sein, en fait, on a deux équipes. Mis à part le corps médical, il y a une équipe qui s'appelle le financier qui fait le M&A. Et donc nous avons notre propre capacité M&A in-house et donc de financier qui parfois un petit peu interpelle nos amis financiers, et d'exploitation proprement dite. Le vrai management, c'est celui qui est sur le terrain, qui colle, je dirais, aux manettes de la gestion des cliniques avec tous les reporting, etc. Donc on a cette double capacité ou cette culture, si vous voulez, qui est à la fois très terrain, très provinciale et en même temps très institutionnelle par rapport à nos partenaires, actionnaires, banquiers et autres, en vue de faire ces acquisitions. Je vous remercie. Y a-t-il déjà des questions avant que éventuellement que je pose la première? Pas pour le moment. Alors, ma première question sera celle-ci. On en parlait en préparant cette réunion. Quand on veut concilier opération de croissance et LBO, la question se pose de savoir si en général les partenaires financiers poussent plutôt à faire des opérations de croissance dès le départ et à un rythme plutôt soutenu, ou au contraire s'ils préfèrent avoir le pied léger sur l'accélérateur et voir les opérations de croissance se faire régulièrement, bon an mal an, étalées sur tout le cycle où le partenaire financier reste dans le LBO. Quelles sont vos opinions en tant soit que chef d'entreprise, soit donc financier, messieurs? Bon, un mot rapide. On a effectivement un œil. Alors, il y a un critère pour la politique de développement et donc les investissements, en ce qui nous concerne en tout cas. Bon, c'est soit le multiple, soit le TRI. Prenons le TRI qui est quand même facile à appréhender. En gros, puisque c'est, je dirais, le dénominateur commun avec nos partenaires financiers notamment, le TRI doit être de 15%, de 20%, de 25%. La règle d'or qu'on s'impose, c'est effectivement avec des valeurs résiduelles raisonnables, parce que calculer un TRI avec des valeurs résiduelles, le fantasy, ça n'a plus aucun sens. Donc, en gardant véritablement des modes de pensée cohérents, c'est-à-dire que le multiple de sortie doit être l'égal du multiple d'entrée, voire légèrement supérieur, mais pas le double, bien évidemment. Et donc, en fait, la valeur ajoutée est créée par à la fois le différentiel de multiples entre le multiple d'entrée et le multiple de sortie, tant pour nos propres acquisitions en interne, pour le développement, que pour la valorisation du groupe. Donc, le multiple d'entrée et son différentiel. Deuxièmement, la progression de la marge opérationnelle, l'EBITDA, donc entre T0 et T plus 5, et c'est la conjonction des deux qui va donner un TRI. En gros, on se fixe pour règle 20%, et donc on fixe une trajectoire. On a effectivement, par rapport à notre plan de croissance et au BP qu'on se fait, qu'on réactualise en permanence, on a une trajectoire qui nous permettrait idéalement d'être vers un TRI permanent de 25%. Alors permanent, quand on fait du build-up, c'est ça la vraie gageure, c'est quand on réussit à ne pas trop s'écarter de cette tangente idéale de 25% de TRI, alors même que les acquisitions qui sont prometteuses et à fort potentiel ont pesé immédiatement au moment de l'intégration dans le groupe sur le périmètre existant. C'est toute effectivement l'habileté qu'il faut avoir dans le build-up. Laurent Savinelli. Moi je dirais deux choses. La première, c'est que on était convaincu quand même au départ, je dirais, de la pertinence et de la création de valeur des opérations d'acquisition de nouvelles agences par l'AMI, même si finalement le LBO s'est conclu très rapidement, Jean-Louis. 6 semaines ouais. Je crois que 6 semaines entre la première fois où on s'est vu et la fois où on a fait le chèque pour réaliser le LBO, ce qui était rapide. Le deuxième aspect, c'est qu'au départ, on est quand même un petit peu anxieux. Donc, les premières acquisitions, on regarde de près. On attend un reporting fréquent, on apprend à se connaître. Petit à petit, on a d'ailleurs modifié un petit peu les cibles visées par l'AMI. Le process d'intégration a un petit peu changé aussi. Donc ça va quand même un petit peu plus facilement et un petit peu plus vite quand on se connaît mieux. J'ai envie d'interpeller mon ami Savinelli, car j'avais cru comprendre de son point de vue de financier, qui fait du capital développement et plus que de l'acquisition, donc nous on est un peu à la croisée des chemins puisqu'on fait à la fois du capital développement et de l'acquisition proprement dite. Il semblait penser qu'il y avait quelques résistances de la part des partenaires financiers et notamment bancaires au fait de faire du build-up véritablement, et qu'il y a donc des contraintes là qui pèsent sur le management dans la mise en place justement des lignes de crédit qui vont permettre de faire ces financements d'acquisition. Bien évidemment, quand on parle LBO, il y a avant tout le financement de la reprise du périmètre existant au moment du LBO, mais il faut prévoir, s'il y a du build-up, effectivement, des lignes qui vont permettre de faire ce développement, et c'est une vraie problématique qui n'est pas toujours évidente. Alors, je crois qu'il avait une sensibilité à ce sujet, j'en ai une aussi, donc j'aimerais confronter un peu nos deux sensibilités sur le sujet.
Alors il y a deux choses là, parce que la première question était sur les secteurs. Oui. Je crois qu'il y a plusieurs... Il y a les secteurs qui se Là, on a prêtent deux plus ou moins. secteurs, l'immobilier Oui. et la santé, qui sont quand même très spécifiques, qui appellent à rester, je dirais, centrés sur le même secteur, le même genre d'opérateur. D'accord. Alors moi je dirais que pour nous il y a deux critères principaux. Le premier c'est un critère de dispersion. Difficile de faire du build-up dans la production d'électricité, par exemple, en France. Il faut un secteur qui est relativement émietté, où les leaders n'ont pas des parts de marché trop importantes. Et le deuxième aspect essentiel, c'est il faut que le build-up, c'est-à-dire que la croissance externe crée de la valeur, c'est-à-dire qu'il y ait des synergies industrielles ou humaines qui permettent de faire que 1 + 1 égale plutôt 3 que 2. Ce qui est le cas dans l'administration de biens, puisqu'on peut rapidement, je dirais, éliminer des frais, centraliser des coûts et garder par contre les équipes commerciales et opérationnelles pour toujours gagner des nouveaux contrats. D'accord. Frédéric Debois, vous voulez rajouter quelque chose sur ma question? Oui. Alors sur la question de l'attitude des banques, mais c'est dommage qu'on n'en ait pas étudié. Je dirais les banques investissent sur des LBO des montants importants. C'est souvent un facteur d'ailleurs différenciant. Le banquier qui gagne le LBO, c'est parfois celui qui met le plus de dettes. Et le capital investisseur est ravi puisque lui, a priori, fera un multiple plus important. Et il se trouve quand même qu'ils sont assez souvent réticents à financer une grosse croissance externe, à prendre un risque supplémentaire, surtout si les fonds propres ne sont pas augmentés, si une acquisition se présente assez rapidement. Je pense qu'en phase terminale de LBO, la problématique est différente, mais on part sur des LBO avec des ratios relativement tendus. On a des ratios dette fonds propres, on a des ratios de multiples d'EBITDA ou d'EBIT ou de services de la dette. Et en général, les banquiers ne veulent pas sortir de certains ratios qu'ils estiment comme des garde-fous. Et donc, on se retrouve sur des situations de blocage. Alors juste pour illustrer effectivement ce grand débat, puisque là, vous avez une démonstration de ce dont je parlais, à savoir, lorsqu'on démarre en LBO pur, on a une mise de fonds propres qui est extrêmement faible, vous voyez, 6 millions d'euros, avec en revanche un endettement financier à l'époque qui était 10 fois. Donc un gearing extrêmement élevé, donc on connaît les joies et inconvénients de ce type de situation. Et à l'inverse, aujourd'hui, on va se retrouver en fin 2004, vous voyez, après donc deux cycles totalement différents, avec près de 60 millions d'euros de fonds propres et un endettement net qui est à peine supérieur. Et néanmoins avec une croissance et un build-up qui nous ont fait passer en gros de 85 millions d'euros de chiffre d'affaires à 200 millions dans l'intervalle. Donc, vous voyez, on arrive à conjuguer les deux quand même, mais c'est vrai que c'est une vraie problématique et il faut que le secteur d'activité s'y prête et qu'il y ait une véritable confiance. C'est ce fameux cercle des croyants dont parlait une fois encore Xavier Dossial ce matin.